Ah, les théories. On en a vu passer des folles et des carrément crédibles. Certaines se sont révélées justes, tandis que la grande majorité ont sombré dans l'oubli une fois la série achevée. Pour les plus anciens qui me suivent, c'est l'essence même de ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me replonger avec vous dans cet univers qui me passionne toujours autant. Si, je vous le promets, même si je fais moins de Game of Thrones car l'hype n'est plus trop au beau fixe, croyez-moi que je ne compte pas abandonner Westeros. Au contraire, avec tout ce qui arrive chez HBO, je me dis que c'est l'occasion rêvée. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram et Twitter pour ne rien rater des prochaines annonces. Et quoi de mieux qu'une bonne théorie qui reviendrait mettre en cause tout le jeu des trônes. Prenez place et laissez-vous guider car on va voyager en compagnie du dieu rouge R'hllor. La grande majorité des théories tournaient autour de deux grandes thématiques. La première, et je ne vous apprends rien, étaient les nombreuses analyses et hypothèses orientées sur les mystères entourant les marcheurs blancs. Que ce soit le roi de la nuit, les enfants de Craster, la magie des anciens dieux qui animaient les sombres créatures de l'hiver, les pouvoirs de Bran et son lien étroit avec le roi de la nuit, la liste serait bien trop longue. Quant à la deuxième thématique, elle était plutôt dirigée autour de l'étrange prophétie d'Azor Ahai. Ce personnage mythique et fantasmé devait se réincarner en tant que prince ou princesse qui fut promis, être suprême chargé par le dieu rouge pour lutter contre les ténèbres. Même si la fin de série nous a montré une autre alternative, elle nous a au moins réservé quelque chose de fidèle à la version de Martin. Vous savez, les prophéties sont des épées à double tranchant. Il faut les manier très prudemment. Je veux dire, elles peuvent ajouter de la profondeur et de l'intérêt à une histoire, mais il ne faut pas qu'elles soient trop littérales ou trop faciles. Plus vous essayez de les éviter, plus vous faites en sorte qu'elles se réalisent, et je m'amuse avec ça. Les créateurs de Game of Thrones ont beaucoup joué sur ces déclarations de l'auteur, nous montrant que les grands actes héroïques ne sont pas toujours dépendants des prophéties, et que ces dernières sont dangereuses, surtout lorsqu'elles sont maniées par des personnages qui n'en comprennent pas l'essence. Mais assez discuté, rentrons directement dans le vif du sujet. Cette théorie que je m'apprête à vous présenter part du principe que R'hllor est le grand manipulateur du jeu des trônes et qu'il est à l'origine des grands bouleversements marquant la vie de bon nombre d'individus. Trois personnages sont érigés au rang de porte-étendard de cette théorie, Mélisandre, Varys et Stannis. Commençons par Mélisandre. Elle est la sorcière rouge, celle qui apporte la religion de R'hllor sur le devant de la scène, bien qu'arrivant après le prêtre rouge Thoros de Myr, qui échoua dans sa tentative de conversion du roi Robert Baratheon, et donc plus largement du royaume des Sept Couronnes. Mélisandre se présente face à Stannis, un seigneur renfrogné qui désire la gloire et le pouvoir. Elle parviendra à le convaincre qu'il est le prince qui fut promis, l'élu du dieu rouge et champion de la lumière contre les ténèbres. Le fanatisme de Stannis le poussera à offrir en sacrifice les membres de sa propre famille, sa fille Shireen étant le cas le plus extrême. Alors que nous pensions que la sorcière rouge n'était qu'une fanatique attisant la haine et le désir chez les hommes aisément corruptibles, elle avait en réalité une double mission, aider Jon Snow à reprendre Winterfell pour, dans un deuxième temps, aider Arya Stark à accomplir son destin. Une destinée qu'elle avait déjà entrevue en saison 3 lorsqu'elle nous énonçait le futur entourant la jeune Stark. Brown eyes, blue eyes, green eyes. Eyes you'll shut forever. C'est la raison pour laquelle Mélisandre ne meurt pas lorsqu'elle enlève son collier dans la saison 6. Souhaitant se suicider après la défaite de Stannis, elle accepte son sort en retirant son collier, mais R'hllor ne lui accorde pas le droit de mourir. Pas tant que son existence sur Terre n'avait pas pris tout son sens. Comme dit en saison 7 lorsqu'elle discute avec Varys, « I've done my part. I've brought ice and fire together. My time whispering in the ears of kings has come to an end. » Oh, I doubt that. Elle mettra Daenerys Targaryen sur la voie de Jon Snow pour forcer le destin en vue de la dernière guerre. Mélisandre pourra enfin rejoindre le dieu rouge à la fin de la longue nuit, alors que son existence arrive à son terme et qu'elle a pleinement accompli son rôle. Kinvara, qui est sa supérieure hiérarchique, le disait justement en saison 6. Everyone is what they are, and where they are for a reason. Terrible things happen for a reason. Tout le monde fait des erreurs, mais chacun est ce qu'il est et se tient là où il se trouve pour une raison. Un but caché qui se révélera tôt ou tard. Mais avant de sortir victorieux de la longue nuit, il fallait éliminer les principaux candidats du jeu des trônes afin de mettre toutes les chances du côté de la lumière. C'est dans ce contexte qu'intervient Varys.
Personnage très souvent apprécié pour son rôle de stratège, Varys a vécu l'enfer lorsqu'il était petit. Il fut acheté par un sorcier alors qu'il appartenait à une compagnie de comédiens à Myre. Ce dernier le drogua puis le castra et jeta ses parties intimes dans le feu en faisant de curieuses incantations. Les flammes devinrent bleues et une étrange voix répondit au sorcier dans les flammes. Il est encore difficile de dire quelle est l'identité de la voix dans les flammes. Est-ce le Grand Autre, divinité ennemie de R'hllor qui symbolise plus ou moins l'hiver et donc in fine les marcheurs blancs? Ou bien est-ce le dieu rouge en personne qui répondit à l'appel? Il est souvent dit qu'une flamme bleue est plus chaude qu'une flamme jaune-orangée car elle est mieux oxygénée et moins polluée par les produits de combustion. On peut donc en référer à la chaleur pour expliquer cette flamme bleue et dire qu'elle pourrait symboliser la pureté d'un contact direct avec R'hllor. L'explication prend son sens lors de l'entrevue opposant Varys et Kinvara en saison 6. You heard a voice call out from the flames, do you remember? Should I tell you what the voice said? Should I tell you the name of the one who spoke? Elle connaît les secrets de Varys, mais aussi l'identité de la voix dans les flammes. Comment se fait-il que la grande prêtresse de Volantis puisse savoir cela? Sans doute parce qu'elle est en connexion directe avec le dieu depuis son temple. De fait, on peut spéculer sur ce qu'aurait pu dire la voix dans les flammes et ce qu'aurait entendu Varys. Je pense qu'il a tout d'abord entendu une phrase que dit Mélisandre au fils de Davos en saison 2. What did you say to him? I told him death by fire is the purest death. Why? Because it is true. Une première allocution qui était non pas dirigée vers Varys, mais plutôt au magicien. Une allusion au feu qui est très symbolique puisqu'on connaît la mort de Varys. Il savait vraisemblablement sa destinée, d'où le fait qu'il ne résiste pas en saison 8 face à sa mise à mort. Il est également possible que Varys ait entendu R'hllor lui suggérer de se rapprocher des Targaryens, notamment Daenerys. Cela expliquerait sa détermination à servir cette famille et son arrivée à la capitale pour se mettre au service d'Aerys II, puis dans l'ombre préparer le retour des héritiers du dragon sur le trône une fois qu'ils en avaient été chassés. Daenerys est d'ailleurs mise en avant par Kinvara comme étant la princesse qui fut promise. Varys devient acteur de la volonté de R'hllor, aidant par ses précieux conseils Daenerys, mais aussi Tyrion qui l'emmènera jusqu'à la mer des dragons en saison 5. Varys est également un personnage amateur de devinettes pour ne pas révéler tout son double jeu, et sa discussion en saison 2 sur la notion de pouvoir avec Tyrion est selon moi à double sens de lecture. Three great men sit in a room, a king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other two. Who lives, who dies. Le prêtre est Mélisandre, le roi est Stannis, tandis que l'homme riche est Varys. Riche par sa connaissance de la politique et les nombreux secrets qu'il détient sur les personnages. On retrouve ainsi cette trinité mandatée par R'hllor pour animer le jeu des trônes, mais une animation discrète qui reste dans l'ombre. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. Venons-en désormais au seigneur Baratheon, sire de Père Dragon et roi autoproclamé des 7 couronnes après la mort de son frère Robert. Stannis est un cas très complexe car il est difficile de percevoir ses réelles intentions à travers la religion. Qu'attendait-il de ce nouveau dieu qui était jusque-là inconnu? Sans doute du pouvoir ou bien de la force pour vaincre ses ennemis. Il est l'un des spectateurs de la montée en puissance de R'hllor, étant à la fois illuminé par la comète de feu et sur certains plans avancé comme étant le prince qui fut promis. Mais là où je veux clairement en venir, c'est que Stannis est à ce jour le plus grand régicide de la saga, ayant à son actif la mort de pas moins de 4 rois. Mais si voyons, rappelez-vous cette séquence où il jette des sangsues dans le feu en quémandant la mort de ses principaux concurrents. The usurper Robb Stark. The usurper Balon Greyjoy. The usurper Joffrey Baratheon. Avec cette utilisation de la magie du sang royal, Stannis parvient à semer le trouble dans le cœur des hommes. Les Greyjoy s'entre-déchirent pour le pouvoir, la mort de Joffrey entraîne la lente déchéance des Lannister et Tyrell dans une lutte intestine, tandis que la disparition prématurée de Robb Stark fracture le Nord durablement. Il en va de même pour Renly, même si cette disparition est plutôt liée à l'utilisation de la magie noire d'Ashai, bien qu'émanant de Mélisandre, une serviteur de R'hllor, ce qui nous permet de faire plus ou moins un lien. Cela peut paraître téléphoné, mais il est toutefois étrange de constater que la magie du sang royal est quand même utilisée à des fins militaires. Diviser pour me régner, telle est la devise mondialement connue, et le dieu rouge cherche à en appliquer toutes les subtilités par le biais de ses pions. Stannis a également entrevu la tournure des événements grâce aux flammes.
Mélisandre lui a démontré que la guerre des 5 rois ne servait à rien et qu'il fallait aller au nord pour participer à la grande guerre qui se prépare. Elle lui a aussi permis d'entrevoir une grande bataille. I saw a vision in the flames. Great battle in the snow. I saw it. Est-ce la bataille contre les sauvageons au-delà du mur? Son ultime bataille aux portes de Winterfell contre les soldats Bolton? Ou bien est-ce une autre bataille, la plus grande et importante de toutes, à laquelle il pensait participer? Il dit bien avoir vu une bataille, mais en était-il l'un des protagonistes? Difficile à dire puisque R'hllor est bien avare en informations et indices quant au rôle qu'il réserve à ses humbles serviteurs. Mais sans la défaite de son champion Stannis, qui était écrite d'avance, Mélisandre n'aurait pas pu retourner à Château-Noir pour ressusciter Jon Snow, dont le but était de reprendre Winterfell afin de préparer l'ultime bataille pour faire tomber l'hiver, là où l'hiver est déjà tombé par le passé. Winterfell, qui signifie littéralement l'hiver est tombé, prend alors tout son sens. 3 hommes se tiennent à la table des dieux, un prêtre, un roi et un homme riche. Mélisandre incarne la volonté mystique du dieu en interprétant ses visions avec plus ou moins de réussite. Varys est son serviteur mandaté pour semer le trouble et arranger la politique pour rassembler ou désassembler, tandis que Stannis serait le bras armé et porte-étendard pour les batailles à venir. Chaque personnage a son utilité et chacun permet à d'autres d'accomplir son destin par la suite. R'hllor serait le principal investigateur des grandes manipulations du jeu des trônes, entraînant la disparition de grandes figures de l'échiquier politique et aidant par la même occasion la jeune Arya Stark dans son ultime mission. Une quête qui serait elle aussi orchestrée par une autre divinité, mais ça, ce serait l'objet d'une toute autre théorie que je me réserve pour la fois prochaine si le cœur vous en dit. C'est ainsi que s'achève cette vidéo qui, je l'espère, vous a donné une vision alternative aux agissements de ces personnages. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et propres théories en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de connaître vos différents avis. Je vous encourage à nouveau à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et on se dit à la prochaine pour d'autres expéditions inconnues, salut à vous!